Je vais essayer de tenir mon temps. Certains d'entre vous connaissent cette courbe. Vous savez que corrélation ne vaut pas preuve. Vous la retrouverez plus tard. Cette courbe, elle vous donne pour le monde de 1965 à 2012 la quantité d'énergie consommée, c'est l'axe horizontal. Le PIB en dollars constants, c'est l'axe vertical. Et donc, une première chose que j'ai envie de vous dire au vu de cette courbe, et je vous expliquerai après pourquoi c'est normal d'arriver à cette conclusion, c'est que le modèle macroéconomique le plus performant que je connaisse à ce jour s'appelle une droite. D'accord ? Tracez cette droite et dis-moi combien d'énergie tu consommes et je te dirai où en est ton PIB. Et vous allez voir pourquoi, à mon avis, c'est une excellente manière de raisonner. Alors, on va reprendre les cours d'économie à la racine. Et je propose à certains d'entre vous l'ont déjà vu, je suis vraiment désolé, une petite animation maintenant qui va vous expliquer l'économie vue, non pas avec des tas de machins, de ratios, de dette sur PIB, etc., mais vue avec des flux physiques de base. Alors ceci est la planète Terre, ça y ressemble peut-être pas, mais enfin c'est la planète Terre. Alors qu'est-ce que la planète Terre dans une vision anthropocentrée? C'est 15 milliards d'années depuis le Big Bang qui mettent gratuitement à notre disposition une planète toute ronde, et faite des 92 éléments du tableau de Mendeleïev, un sol, enfin exactement des terres émergées, un système climatique, des océans, le patrimoine génétique de 30 millions d'espèces, une étoile qui nous amène de la lumière en permanence et qui est à la bonne distance, donc qui ne fait pas trop chaud, pas trop froid, de la neige qui tombe l'hiver, etc. Et tout ça sans que qui que ce soit dans cette salle n'ait payé le moindre centime, ou le moindre copec, ou le moindre rouble. Donc la planète Terre, dans une vision anthropocentrée, c'est un immense supermarché gratuit, dans lequel on n'a qu'à se servir pour faire des choses. Et ce qu'on va appeler notre activité productive, traditionnellement, c'est faire des choses avec ce qu'on arrive à trouver sur la planète Terre. Il ne vous sera pas difficile de comprendre que ce que je vais vous expliquer à partir de maintenant, si on vous met au milieu du vide intersidéral, vous aurez du mal à le faire. Donc la planète Terre, c'est les ressources qui ont été formées gratuitement pour nous. Ces ressources, je vais les mettre dans deux tiroirs, et deux seulement, parce que je suis un être frustre et simple. Le premier tiroir est composé de tout ce qui se renouvelle pourvu qu'on lui fiche la paix, ou plus exactement, qu'il y a un flux de renouvellement très significatif à l'échelle d'une vie humaine. Donc là-dedans, je mets l'herbe qui pousse, les poissons qui se reproduisent, en baisant dans la mer, comme dit Renaud, c'est dégueulasse. Et, enfin bon, bref, il suffit d'attendre, ça. Dans la deuxième case, je mets tout ce qui n'a pas de flux de renouvellement du tout. Typiquement, les atomes de cuivre sur Terre, enfin il doit se transmuter un tout petit peu, mais pas grand-chose. Globalement, la Terre, au moment où elle s'est formée, part avec son stock d'atomes de cuivre, et c'est ce que vous avez, et vous n'en avez pas plus. D'accord ? Donc vous avez un stock donné une fois pour toutes. Ou bien des stocks qui se forment à des échelles de temps qui sont tellement longues, typiquement les hydrocarbures, quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'années, que vous pouvez considérer qu'aux échelles de temps historiques, c'est pareil, vous avez un stock de départ qui est donné une fois pour toutes et vous n'en aurez pas plus. Il n'y aura pas de drame. Arrivent les hommes dans cet univers magnifique qui n'attendait que nous, et les hommes vont avoir une activité productive. Alors au début, ils vont fabriquer des trucs sans intérêt, des pagnes, des harpons et peinturlurés, des murs de grotte. Très vite, on va se mettre à faire des iPhones et des machines à café, enfin des trucs vraiment essentiels. Mais dans tous les cas de figure, l'activité est toujours la même. Je me sers gratuitement dans le supermarché, c'est-à-dire je prends des ressources, et je les transforme par mon activité pour faire autre chose qui a plus de valeur pour moi. Alors, c'est pas très difficile de comprendre que du coup, le terme valeur ajoutée dans une fonction de production, c'est quelque chose à l'arrivée qui vaut plus cher pour moi que ce que j'avais au départ. Typiquement, si vous essayez de manger un œuf sur le plat avec une poignée de minerai de fer, ça marche pas bien, il vaut mieux avoir une fourchette pour faire ça. La fourchette, c'est du minerai de fer transformé. Donc, vous avez au début des ressources, vous les transformez en autre chose, ça vaut plus cher, ça a plus d'intérêt pour vous, et la diminution du stock que vous avez en face n'est pas significative au point que ça vous emmerde la vie, donc vous avez bien raison de l'avoir fait. Alors voilà ce que font les hommes, au début ils se servent dans le supermarché, les stocks non renouvelables commencent à baisser dès lors qu'on tape dedans. Par contre, les stocks renouvelables, les premiers pêcheurs n'entament pas significativement les stocks de poissons, et les premiers bûcherons sur Terre n'entament pas significativement les stocks de forêt, donc on peut considérer que le niveau du stock reste constant. Puis un jour, les hommes découvrent l'énergie. Alors l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est une aptitude à multiplier ou à augmenter les flux. Vous savez, quand on demande aux Français c'est quoi l'énergie, il va vous répondre c'est la facture d'électricité. Du reste, c'est comme ça que les débats politiques s'organisent en général. Si vous demandez aux industriels, ils vous disent c'est trop cher. Si vous demandez aux ménages, ils vous disent c'est trop cher. Si vous demandez aux gens qui produisent, ils vous disent c'est pas assez cher. Puis le débat s'arrête là. En fait, l'énergie, avant d'être un élément sur une facture, c'est par définition en physique, tous ceux qui sont passés par les murs de cette école devraient s'en rappeler, c'est ce qui caractérise le changement d'état d'un système. Donc l'énergie, c'est par définition ce qui mesure la transformation du monde qui nous entoure. La transformation physique. Donc
Donc l'énergie continue à exister même quand il n'y a pas d'homme, parce que la transformation physique existe même quand il n'y a pas d'homme, autant pour notre vanité, alors que les euros, quand il n'y a pas d'homme, ça n'existe pas. Donc, les hommes découvrent l'énergie. Plus vous avez d'énergie, plus vous pouvez provoquer dans l'environnement des flux extractifs et de transformation importants par définition même. Par définition même. Donc l'homme va se servir de plus en plus vite. Et puis l'homme, il va aussi découvrir qu'il peut mettre de côté une partie de la production passée pour augmenter la production future, ça s'appelle le capital. Le capital, c'est des ressources et du travail passé. Cet immeuble, c'est des ressources et du travail passé. Ça ne se forme pas différemment d'une table et d'une chaise ou d'un vêtement. Donc les éléments de capital, physiquement, se forment comme les éléments qui ne sont pas dans le capital. Pareil. Même chose pour un stock de brevets. C'est des ressources et du travail passé. Simplement, ça ne se détruit pas tout de suite quand on s'en sert, et vous allez pouvoir vous en servir pour accroître la production future. Donc c'est une boucle interne au système. Le capital, ça ne se forme pas, ça ne vient pas de l'extérieur. Alors tout ça est merveilleux, les hommes écoutent le pape, croissent et multiplient, piochent de plus en plus vite dans les stocks naturels, et puis il y a un moment où ils vont se mettre à être tellement nombreux et à piocher chacun tellement vite dans les stocks que non seulement les stocks non renouvelables baissent, mais ceux qui auparavant se renouvelaient tout seuls se mettent à baisser aussi. Les stocks de poissons, les stocks de forêt, les stocks d'espèces, etc. Et puis dans toute cette activité débridée, les hommes font apparaître des sous-produits indésirables. Donc, vous faites un meuble, vous allez couper, oui c'est ça, vous faites un meuble avec de l'acier dedans, bah, vous allez extraire l'acier de la mine et vous avez un sous-produit indésirable qui s'appelle une galerie de mine. Voilà, ça ne vous intéresse pas de faire une galerie de mine pour faire la galerie de mine, mais vous l'avez à l'occasion de l'extraction du fer. Hein. Vous allez faire des terrils, c'est pareil, ça ne vous intéresse pas spécialement d'en faire, sauf si vous voulez faire du ski dans le Nord, sinon ça ne vous intéresse pas. C'est un sous-produit indésirable. Et si on étend cette notion de sous-produit indésirable à l'ensemble de nos activités, on a ce qu'on appelle la pollution. C'est-à-dire que la pollution, c'est l'ensemble des substances que nous n'avons pas désirées et qui, introduites dans l'environnement, vont conduire à dégrader la qualité des actifs restants. Hein, physiquement, c'est ça la pollution. Voilà l'économie expliquée par des flux purement physiques. Vous voyez, pour le moment, je n'ai pas parlé d'euros, ni de yens, ni de roubles, ni de copecs. Hein. J'ai juste parlé des flux physiques qui permettent au système productif d'exister. Dans les services, c'est pareil. Pour faire un service de transport, vous avez besoin de camions. Pour faire un camion, vous avez besoin de flux extractifs, de minerais, de caoutchouc, etc. Pour faire un ordinateur, vous avez besoin de flux extractifs, de tout un tas de trucs. Donc c'est pas parce que vous êtes dans les services que vous êtes dématérialisé. Voilà où apparaît l'économie. L'économie classique, que nous avons commencé à théoriser, enfin pas vous et pas moi, on n'était pas nés à l'époque, il y a 2 siècles, vous dit l'économie compte le travail humain qui a été consacré au fait de passer des ressources à gauche gratuites à des objets à droite ou à des services à droite qui valent quelque chose. D'accord ? Donc l'économie, par convention, ne compte que la fraction humaine dans un système qui n'existerait pas sans les ressources. Je vous le redis, si vous mettez des ouvriers parfaitement qualifiés au milieu du vide intersidéral, avec des investissements parfaitement productifs au milieu du vide intersidéral, la production qui sort de tout ça est rigoureusement nulle. Hein ? Pas de production. Donc l'économie se nourrit de flux physiques avec des hommes et du capital qui est accumulé par les hommes. Le prix dans cette affaire ne compte que la fiche de paye des hommes qui ont pris des ressources et qui les ont transformées, et donc vous avez cette affaire particulièrement savoureuse qui veut que quand vous achetez une table, vous achetez tout sauf la table. Vous n'avez pas acheté la formation du patrimoine génétique du bois, enfin de l'arbre plus exactement, vous n'avez pas acheté la formation du minerai de fer, vous n'avez pas acheté la formation du pétrole qui aura permis de faire la colle, etc. Vous n'avez rien acheté de tout ça. Tout ce que vous avez acheté, c'est du sang et des larmes d'êtres humains qui sont allés se servir dans la nature et qui ont transformé ça en table. Hein? Donc le grand paradoxe, c'est qu'à chaque fois que vous achetez un objet, vous achetez tout sauf l'objet. Tout sauf l'objet. Dans le même état d'esprit, soit dit en passant, le prix d'une ressource ne reflète que la difficulté des hommes à y avoir accès. C'est-à-dire la quantité de travail humain qu'il faut pour accéder à la ressource. C'est la raison pour laquelle l'énergie renouvelable diffuse vaudra toujours plus cher que l'énergie concentrée. C'est pas une affaire de mauvaise volonté, de politiques qui veulent pas investir, je sais pas quoi, c'est juste qu'il faut plus de travail humain pour accéder à un kilowattheure qui est de mauvaise qualité qu'un kilowattheure qui est de bonne qualité, point. Donc ça coûtera plus cher. En coût direct ou indirect, mais ça coûtera plus cher. Il est évident que quand vous regardez ça, vous n'avez pas le droit de dire que quand le flux qui va de gauche à droite augmente, vous vous enrichissez. Une erreur manifeste. Vous vous enrichissez quand la valeur de ce qu'il y a à droite excède la diminution de valeur de ce qu'il y a à gauche. Là, vous vous enrichissez. Mais quand le flux augmente, vous ne vous enrichissez pas. Si vous êtes dans une usine qui fabrique des vis à partir d'acier et que votre stock d'acier ne peut pas être renouvelé dans le hangar de l'usine, c'est pas parce que vous vendez de plus en plus de vis que vous vous enrichissez.
Assez vite, vous allez faire faillite, parce que vous n'aurez plus d'acier à transformer en vis. Là, c'est exactement pareil. Le système est ainsi configuré qu'il n'est pas prévu d'indicateurs qui vous disent que vous approchez de la zone rouge dans le système économique lui-même. Et au moment où il se manifeste dans le système économique des signaux de court terme qui vous indiquent que vous êtes très près de taper dans la réserve, vous êtes beaucoup trop avancé dans la dégradation du système pour avoir le temps de faire marche arrière rapidement. Un système pertinent aurait conduit, enfin patrimonial en tout cas, aurait conduit à compter en plus ce que vous faites et en moins ce que vous détruisez, et le jour où la valeur marginale du dernier couteau que vous avez produit est inférieure à la valeur marginale des dernières ressources naturelles que vous êtes allé taper dans la nature pour faire le couteau, vous arrêtez de faire des couteaux. Voilà ce qu'aurait donné une vision purement patrimoniale de l'économie. Je ne vous fais pas l'injure de vous dire que ce n'est pas vraiment comme ça qu'on raisonne dans les débats publics. Alors, deux éléments qui vont juste derrière, parce que ça va vous permettre de raisonner sur c'est quoi une société avec moins de croissance. Alors déjà, une société avec moins de croissance, ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est une société avec moins d'énergie. Ou plus exactement, s'il y a moins d'énergie, il n'y aura plus la croissance, on sera en décroissance structurelle, peu ou prou, sauf si on arrive à avoir de plus en plus de prostituées selon l'Eurostat. Voilà, c'est peut-être une solution, on ne sait rien. Voilà un graphique qui vous donne pour l'ensemble des pays du monde aujourd'hui, en abscisse, la quantité d'énergie consommée par personne et par an. Je suis désolé, il y a une coquille que j'ai jamais pris le temps de corriger, c'est pas des kilotèpes, c'est des KEP, c'est-à-dire des kilos équivalent pétrole. Donc c'est un graphique que j'ai fait sur base de données 2010, donc chaque point représente un pays dans le monde, et en abscisse vous avez la consommation d'énergie par personne et par an, et en ordonnée vous avez la fraction des actifs dans l'agriculture. Ce que vous voyez très très nettement sur ce graphique, c'est que plus vous avez d'énergie, moins vous avez d'agriculteurs. Parce que quand vous avez de l'énergie, vous remplacez 500 agriculteurs par un tracteur, ça développe à peu près la même puissance, et donc vous n'avez plus besoin d'agriculteurs. Et de là, je vous propose une première conclusion. Une société en récession structurelle est une société qui remettra du monde au champ, en deux mots. C'est ce qu'on voit en Grèce tout récemment. Deuxième truc qui devrait en perturber plus d'un, vous avez ici un graphique dans lequel vous avez en abscisse, toujours en 2010 et toujours pour l'ensemble des pays pour lesquels on a ces statistiques, la part des gens qui travaillent dans les services, c'est en abscisse, et en ordonnée, vous avez les émissions de CO2 par personne, c'est-à-dire la quantité d'énergie fossile consommée par personne, et comme l'énergie, c'est l'extraction des ressources et leur transformation, c'est un assez bon proxy de la quantité des flux de matière charriés par personne. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que, peut-être Philippe Biwix a le truc en flux de matière en direct. Ce que vous voyez, c'est que plus vous avez d'actifs dans les services, en première approximation, si vous faites une droite de régression, plus vous avez de personnes dans les services et plus vous avez de flux de matière. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que pour que tout le monde travaille dans les services, il faut avoir confié la production aux machines, ce qu'on fait en bouffant plein d'énergie. Et pour avoir besoin de plein de gens dans les services pour manipuler l'immense complexité d'un monde qui a besoin de tas de gens qui font des tas de trucs sur des feuilles de papier, il faut avoir un monde avec des flux dans tous les sens et donc avoir donné énormément d'énergie à bouffer à énormément de machines. Et quand vous regardez où est-ce que la fraction de l'emploi dans les services est la plus élevée dans le monde, vous allez tomber sans grande surprise sur les nations industrialisées et si ma mémoire est bonne, je crois que les États-Unis sont là. Donc, moins d'énergie, moins de services. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va probablement perturber beaucoup de gens, parce que tout le monde s'imagine que dans un monde en décroissance, on est tous à taper le carton et à jouer la belote. Non, non, non. Dans un monde en décroissance, on transpire. Et les machines sont progressivement remplacées par des hommes. Voilà ce que c'est à un moment donné. Donc c'est pas du tout un monde dans lequel on envoie, comme Mitterrand l'a cru, tout le monde à l'université pour faire 4 ans de sociaux et ensuite avoir un emploi de bureau. C'est un monde dans lequel on colle tout le monde en apprentissage pour travailler avec ses mains. Voilà ce que c'est qu'un monde en décroissance, si je peux me permettre. Voici la traduction économique ex post de ce que je viens de vous dire sur l'énergie. Ici, vous avez le PIB par personne en France de l'an 0 à l'an aujourd'hui. En fait, c'est 2003, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est pas de peau pour Hollande et Sarkozy, parce que si c'était présenté aux élections entre l'an 0 et l'an 1000, ils n'auraient pas eu besoin de promettre la croissance, il n'y avait pas de croissance, donc leur problème était réglé. Même s'ils s'étaient présentés aux élections avant l'an 1800, ils n'auraient pas eu besoin de promettre quoi que ce soit. Alors, quand vous regardez la courbe à cette échelle, qui dans la salle pense qu'on peut la prolonger à 2% par an? Longtemps. Non, vous me donnerez la recette. Voilà, quand vous voyez ça, vous dites, bon, on est dans une discontinuité, donc ça va durer le temps que ça va durer. C'est pas sûr qu'à l'échelle des temps historiques, ça dure très longtemps. Alors voilà un truc encore plus désagréable. Vous avez ici un graphique qui est issu du dernier rapport du GIEC.
sorti il y a un mois et demi, dans lequel le GIEC vous donne pour chaque décennie ce qui a contribué aux émissions entre le début et la fin de la décennie. Donc le GIEC vous dit par exemple qu'entre 1971 et 1980, les émissions mondiales ont globalement augmenté de 4 milliards de tonnes de CO2 et que cette augmentation est due d'une part à l'augmentation de la population et d'autre part à l'augmentation du PIB par personne. Ce à quoi il faut déduire un peu d'efficacité énergétique, et donc le résultat c'est 4 et non pas 6 qui est l'autre de la barre. Alors voilà, vous avancez dans le temps. En gros, ce que vous dit le GIEC, c'est que tant qu'on considérera qu'avoir plein d'enfants et avoir plein de PIB par personne en augmentation, c'est un droit imprescriptible, pas grand-chose à attendre du reste en ce qui concerne le changement climatique. Je vais maintenant vous détailler un petit ordre de grandeur, là aussi je suis désolé pour ceux qui le connaissent déjà, et qui vous montre en quoi le fait d'avoir confié la production à des machines est quelque chose qui a radicalement changé les flux que nous manipulons. Vous avez ici une personne des temps anciens, mais avec quelqu'un de moderne, ça marche aussi. Donc j'imagine que quelqu'un qui pèse 100 kg, avec son sac, franchit 2000 mètres de dénivelé, hisse sa carcasse sur 2000 mètres. Vous savez que quand vous montez un escalier, vous luttez contre le champ gravitationnel, alors vous avez besoin d'énergie parce que vous avez besoin de hisser votre masse contre le champ gravitationnel et ça vous demande d'utiliser de l'énergie. Eh bien, si vous montez votre propre masse sur 2000 mètres, vous allez restituer une énergie mécanique qui est de l'ordre d'un demi-kilowattheure. Voilà l'ordre de grandeur auquel vous arrivez. Donc en utilisant vos jambes de manière très intense sur une journée, un demi-kilowattheure d'énergie mécanique, si vous faites ça un jour sur deux, vous êtes capable de fournir à votre carcasse 100 kWh d'énergie par an. Donc, un homme fournit de manière significative, s'il travaille de manière significative, 100 kWh par an. S'il utilise ses bras, c'est à peu près 10 fois moins. C'est-à-dire que quelqu'un qui utilise ses bras pour faire du travail de force sur une année restitue à peu près autant d'énergie que ce que vous avez dans la combustion d'un litre de pétrole. D'un litre. En fait, dans un litre de pétrole, vous n'allez pas utiliser l'énergie en direct, vous allez vous en servir en faisant passer ça dans un moteur, et si vous le faites passer dans un moteur, le moteur a un rendement, et donc vous n'avez que 2 à 4 kWh d'énergie mécanique à l'arrivée. Il n'empêche, un litre d'essence, qui coûte la somme absolument ridicule de 1 € quelque chose, permet de fournir la même quantité de transformation de l'environnement que 10 à 100 personnes qui travaillent comme des ânes pendant une journée. La totalité du pouvoir d'achat, de l'urbanisation, du temps libre, des retraites, des études longues, des 35 heures, des 6 semaines de congés payés, etc. réside là-dedans. La totalité, c'est que Mère Nature a fait ça pour nous gratuitement, quelques centaines de millions d'années, c'est hydrocarbures, et en ce moment on sert en quelques siècles, et ça permet en quelques siècles de démultiplier notre productivité par des facteurs absolument faramineux. Si je regarde économiquement de quoi je suis en train de parler, si je prends quelqu'un que je paye au salaire minimum pour lui demander de transformer l'environnement, donc de me fournir du kilowattheure, eh bien, si je le paye au SMIC, normalement j'ai pas le droit de le payer moins, je vais payer mon kilowattheure de 200 à 2000 € selon qu'il utilise ses bras ou ses jambes, alors que si j'utilise une machine, je vais le payer quelques dizaines de centimes. C'est-à-dire que je vais le payer 500 à 5000 fois moins cher. Et même si j'utilise un esclave, ce qui est politiquement très incorrect, l'esclave en général n'est pas d'accord pour être esclave, donc il faut que je dépense de l'argent pour aller le chercher contre sa volonté ou que je l'achète à quelqu'un qui a fait le boulot pour moi, puis il faut que je l'empêche de mourir sinon je perds mon actif. Et bien si je mets ça tout à bout, même le boulot de l'esclave va me coûter encore beaucoup plus cher que le boulot de la machine qui travaille 24 heures sur 24 et qui ne se met pas en grève et qui ne se révolte pas. Donc ce qui a permis aujourd'hui l'apparition du pouvoir d'achat pour tous, encore une fois, c'est cette énergie absolument faramineuse. Alors voilà comment a évolué la consommation d'énergie par personne et par an sur Terre. On est passé d'environ 1500 kWh par personne et par an à parité du bois et du charbon à peu près 20 000 en l'espace d'un siècle et demi. C'est-à-dire que chaque année, on consommait, jusqu'au choc pétrolier, 2,5% d'énergie en plus par personne sur Terre. Ça veut dire que chaque année, une personne pouvait, toutes choses égales par ailleurs, créer 2,5% de flux physique en plus. Et donc construire en plus 2,5% de mètres carrés, fabriquer 2,5% de tables en plus, fabriquer 2,5% de lunettes, de chaises, etc. en plus. Tout ça a été possible grâce à l'énergie. Ça s'est tassé depuis les chocs pétroliers. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, et là on va avoir un premier débat intéressant, c'est pas le niveau dans l'absolu. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le smicard français est immensément riche dans l'absolu par rapport à ce qu'étaient les conditions de vie d'un paysan du Moyen-Âge. Immensément riche. Il vit comme un nabab. D'accord ? Il a 75 ans d'espérance de vie à la naissance, il a toutes ses dents jusqu'à un âge avancé, il n'est pas obligé de coucher dans le même lit que ses enfants,
il a quelque chose qui est absolument faramineux. Donc la décroissance, si elle nous arrive dessus, n'est pas tant un problème absolu qu'un problème relatif, et c'est un problème notamment en démocratie, où déjà il y a un siècle et demi, Tocqueville avait expliqué que ce qui poserait problème, c'est pas ce qu'on a, c'est le fait que quelqu'un a plus que vous. Donc le problème de l'accroissement de possession, c'est le fait d'avoir plus que vous. Et maintenant, je vais vous montrer quelques courbes rapides, ceci parce qu'elles sont intéressantes. Vous avez ici l'évolution, ça va aller très vite. L'évolution de l'énergie par personne dans le monde depuis 50 ans, donc c'est la variation de l'approvisionnement énergétique, et ce que vous voyez, c'est que cette variation est positive mais de plus en plus faible, en tendance. Dit autrement, chaque année, nous avons un peu plus d'énergie en moyenne dans le monde, mais ce un peu plus est de plus en plus faible. Et voici comment évolue concomitamment le PIB par personne dans le monde. Vous voyez que chaque année, nous avons un peu plus, mais ce un peu plus est de plus en plus faible. Si je regarde à quoi ressemble le PIB par personne en valeur absolue dans le monde depuis 1960, voilà la courbe que j'ai. Et la question c'est quid de l'avenir? Et quid de l'avenir peut s'obtenir de plusieurs manières. Donc vous avez ici la même courbe que tout à l'heure, c'est la variation du PIB par personne dans le monde depuis 1960. Vous avez deux manières de voir l'avenir. Je constate que la moyenne sur la période c'est 2%, et donc je vous fais élire en promettant 2%. Ou bien je constate que la tendance sur ce taux de croissance est à la baisse, et donc je me fais élire en promettant ça. Mais ça veut dire que bientôt, je vais avoir la décroissance. Voilà ce que donne le PIB par personne dans le monde si je retrouve 2% de croissance par an. Et voilà ce que donne le PIB par personne dans le monde, c'est la courbe bleue du bas, si je prolonge la tendance sur le taux de croissance. Et vous voyez que l'histoire n'est pas vraiment la même. Je vous refais l'histoire pour l'Europe. Voilà l'Europe, PIB par personne. Voilà la variation du taux de croissance en Europe. Et voilà ce que donne le PIB par personne en Europe, selon que je trouve les 2% chers à Hollande et Sarkozy, ou selon que je prolonge le taux de croissance que vous avez ici. Donc si je prolonge la variation du taux de croissance, en 2100, je suis en dessous du niveau de 1960, très en dessous. Et enfin, voilà la France. Oui, on est des bons élèves, on décroît plus vite que les autres. Donc ça, c'est le niveau auquel on se fait élire en pensant que c'est possible. Et ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, voilà ce qui se passerait si on retrouvait les 2%. Vous avez compris que j'y crois qu'à moitié. Parce que la question que vous devez tous vous poser finalement dans cette salle et partout ailleurs, c'est quand vous voyez cette courbe, est-ce que votre propre argent, vous le pariez sur le fait que ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est qu'on retrouve ça en moyenne? Pas votre désir, hein. Je parle de parier votre argent sur le fait que c'est ça qui va se passer. Hein. Ou est-ce que vous pariez votre argent sur le fait que c'est ça qui va se passer? Et si c'est ça qui se passe, à ce moment, vous avez 1 milliard de problèmes à régler, y compris le fait que les épargnants ne vont pas retrouver leur créance, enfin voilà, les obligations souveraines, il y aura des défauts partout, donc il va y avoir, donc la décroissance risque de se faire par marche d'escalier, hein, beaucoup plus qu'en tant que phénomène continu. Voilà, j'ai pris 2 minutes de plus, mais c'est terminé. Bien, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je vais passer directement la parole à Lucas Chancel, qui lui a quelques solutions à nous proposer pour vivre dans ce monde de très faible croissance, voire de déficit. Bonsoir à toutes et à tous.